Et salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven. Aujourd'hui, je ne vous partage pas un build, mais plutôt une review des différents builds déjà partagés sur la chaîne. Pas de panique si tu ne les connais pas, étant donné que je vais faire un petit récapitulatif du concept, étant donné que tous les builds que j'ai partagés jusqu'à aujourd'hui ont un point commun. Donc je ferai ce petit rappel du concept, ensuite je vous parlerai de quand est-ce que je choisis de jouer en deck 12 monotaire ou en deck 9 ouragan, voire deck 12 ouragan, avec quelques petits exemples afin que vous compreniez bien la réflexion qu'il y a à chaque fois derrière. De plus, toutes les classes que j'ai choisies ont un intérêt spécifique à être jouées de cette manière. Je n'ai pas choisi toutes les classes de manière complètement random. Il y a quand même une petite réflexion. J'enchaînerai ensuite avec un chapitre parlant justement de quand est-ce que le build est fort, quand est-ce que le build est faible, pour quelles raisons il l'est. Puis je finirai la vidéo avec une tier list justement des différents builds déjà proposés. À chaque fois je ferai un petit rappel justement des builds à chaque fois que du coup je parlerai de la classe en question. J'espère que ce sera pas trop long. Je vais essayer de me concentrer un maximum malgré mes problèmes d'attention afin de faire la vidéo la plus courte et concise possible. Cependant, je ne vous promets absolument rien. Donc n'hésitez surtout pas à aller dans la description. Je mettrai à chaque fois un petit repère temporel des différents moments de la vidéo pour les différents chapitres. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire ça. De plus, si vous voulez tout voir mais que vous trouvez ça chiant à mourir parce que c'est trop long, n'hésitez pas à accélérer la vidéo en fois 1,5. Normalement, je crois que je suis encore assez compréhensible. Enfin bref, sans perdre davantage de temps, je vais faire directement le petit rappel de qu'est-ce que c'est le concept en fait de ces builds. Donc les concepts, c'est de jouer autour de la recrue indomptée. C'est un compagnon qui nous permet sur son attaque de piocher notre prochain sort à 6 points d'action ou plus. Quel que soit le build, il y a un seul sort à 6 points d'action ou plus dans notre deck, et c'est Tourbe d'Albuera, qui, dès lors que l'ascension 10 sera atteinte, déclenchera des tourbes pour nous faire tanker nous ainsi que nos compagnons. L'idée étant donc sur ces builds de générer de la jauge rapidement pour pouvoir bénéficier le plus rapidement possible justement de cette Tourbe d'Albuera. Donc, voilà, tous les concepts tournent autour de ça. Ça peut être du deck 12, du deck 9. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Déjà, pourquoi le deck 12 peut être intéressant? Le deck 12 peut être intéressant pour l'anneau Rajeune. L'anneau Rajeune, c'est un anneau qui nous donne 2 jauges éthers en début de combat si on a un deck 12. Cette jauge éther peut nous servir à invoquer Recrue Indomptée, mais également à atteindre l'ascension 10 plus rapidement. Mais avant de parler justement des builds monotaires, j'aimerais vous parler des builds ouragan, étant donné qu'ils sont peut-être plus complexes à saisir. Quand est-ce que je choisis un build ouragan? Il y a du coup plusieurs facteurs. Les facteurs peuvent être les suivants. Déjà, il nous faut des sorts peu coûteux. Des sorts qui coûtent idéalement 2 points d'action ou alors qui nous donnent des points d'action en réserve. Ici, typiquement, si je prends l'exemple de l'Astramantis, on a 4 sorts à 2 points d'action qui nous donneront de la jauge, mais on a également 2 sorts à 2 points d'action qui donnent 1 point d'action en réserve, ce qui va être très efficace pour générer un maximum d'ouragans rapidement dans la partie. De plus, l'avantage par exemple d'un Astramantis, c'est qu'il va pouvoir se repositionner facilement de manière à créer des ouragans ou à temporiser des tours supplémentaires. C'est donc un personnage tout désigné pour jouer ouragan, mais ce n'est pas le seul. Imaginons par exemple le Sisai Orishi. Sisai Orishi, lui, grâce à un de ses passifs, permettra sur son attaque de nous donner un sort de poussette en main. Ce sort de poussette nous permettra de soit déplacer notre héros ou un adversaire, ce qui va permettre de créer des zones de 3 afin de générer des ouragans. Le personnage étant donc très bien designé pour les ouragans. Il y a certains personnages tels que le Taco qui permettra de mettre nos points d'action non utilisés en réserve. Ça va être très très fort étant donné qu'avec le Taco, typiquement, on va temporiser les 2 premiers tours et dès le T3, on va foncer dans le tas et générer 4 à 5 ouragans sur le même tour. Ça nous permettra du coup de sortir généralement 3 compagnons, si ce n'est plus, directement sur le T3. Mais tous les personnages ne sont pas designés pour être joués en ouragan.
Je vais reprendre l'exemple du juste lame que je vous ai montré juste avant. Le juste lame, si j'ai décidé de jouer en deck 12, c'est tout simplement parce que ces sorts R, pour moi, ne sont pas forcément très intéressants. Le juste lame en lui-même n'a pas de passifs qui vont booster ses magies, donc booster le gain de tourbe. Il n'a que des passifs qui vont faire davantage de dégâts en fonction de son armure. Donc on est sur un build très offensif. Cependant, qui dit build très offensif, dit également qu'on va avoir beaucoup plus de peine à tenir les premiers tours. Le build devient efficace à partir de l'ascension 10, il faut donc absolument temporiser l'ascension 10. Le problème des ouragans, c'est que ça va nous forcer à aller dans la mêlée rapidement pour générer des jauges, tandis qu'un deck monotaire nous permet de rester en retrait. Le fait qu'on joue deck 12, c'est pour avoir directement 2 jauges éthers. On est en monotaire, on ne va pas pouvoir invoquer recrue indomptée sans générer de jauge haut. La jauge éther va pouvoir justement compenser cette jauge haut. Ce n'est pas le seul, étant donné que j'ai fait exactement pareil comme build justement sur le chicane. Hein. De nouveau, on va faire un deck 12 qui va nous permettre de tempo les premiers tours. Donc voilà, ceci étant expliqué, je pense que vous pouvez saisir à peu près quand est-ce que je choisis l'un, quand est-ce que je choisis l'autre. Il y a juste encore voilà, le Bunlam qui est la seule exception à être un deck 12 ouragan, étant donné qu'en fait, il a des bons sorts de placement, mais c'est pas des sorts 100% fiables. Donc on va vouloir sécuriser justement, si on doit temporiser, on va vouloir sécuriser ça en ayant justement les 2 jauges éthers données par l'anneau jaune. Enfin bref. Tout ceci étant dit, on va pouvoir passer au chapitre suivant qui est quand est-ce que les builds brillent, quand est-ce que les builds sont moins bons. Alors typiquement, les builds sont forts sur tous les combats qui nous permettent un setup. Les cracklers par exemple sont assez lents, ils ont que 2 points, que 2 points de mouvement par tour, ce qui va nous permettre de setup très rapidement. Enfin, très tranquillement plutôt que rapidement. Il y a des familles aussi comme les cochons par exemple où ce n'est pas trop dur étant donné qu'ils vont rapidement arriver sur nous. On va pouvoir aussi facilement créer des zones d'ouragan très rapidement. Il y a, on va dire dans l'ensemble, les forces il en a beaucoup, il peut faire tous les contenus du jeu pratiquement, je citerai les exceptions. Il y a des broches par exemple qui va avoir beaucoup de peine à faire. La broche chuchoteur, je sais que c'est une broche qui pose problème à beaucoup de builds, mais justement sur celui-ci, c'est une broche qui est extrêmement difficile à faire. Les combats qu'il n'est pas possible de faire sont le combat contre Belladone, étant donné que les ennemis également scale au fur et à mesure que le combat avance, et ils vont scale plus vite et de manière beaucoup plus violente que nous. Donc on va pas du tout pouvoir tenir le rythme. On va vite se trouver complètement j'ai perdu le mot, c'est pas grave. On va vite se trouver sous trop d'ennemis à gérer qui tapent beaucoup trop fort. Nos compagnons vont mourir petit à petit et on va finir par mourir également. Autrement, on peut clear toutes les quêtes 120 et puis tous les donjons 100 du jeu à l'heure actuelle. Sauf justement ce combat contre Belladone qui nous pose problème. Donc tout ceci étant dit, tout ceci étant propre, nous pouvons passer au gros sujet de la vidéo, à savoir la tier list. C'est ce qui va prendre le plus de temps. Je vais essayer de ne pas oublier de détails lorsque je parlerai des builds de chaque classe, mais j'essaierai quand même d'être relativement rapide pour éviter que ça tire trop en longueur. Enfin bref, sans perdre davantage de temps, hop, mauvais alt tab. Voilà. Donc voici comment j'ai décidé de faire la tier list. S+, très bien, intéressant, ok, sans intérêt. Il y a beaucoup de classes qui sont sans intérêt hein, pour ce concept. Et tout simplement parce qu'ils ont des passifs qui ne vont pas comboter avec la magie terre ou le gain d'armure. Typiquement le Bouvaloir, on s'en fiche. Ensuite, du coup, le Kassai. Le Kassai, j'ai partagé un build sur le Kassai déjà par le passé. Je le joue en ouragan. Je le joue avec la double auto-attaque, ce qui va permettre de générer des jauges très rapidement grâce au brassard de lame rocheuse. On va vouloir généralement go in très rapidement avec le build pour générer des jauges vraiment très vite. Le build est vraiment bon pour ça, étant donné qu'il va faire 2 attaques par tour.
De plus, il va scale beaucoup mieux que les autres builds, étant donné que de plus, lorsqu'on appliquera un état astral, on va gagner des bonus à nos auras. Nos auras elles vont finir par taper très très fort dans les combats. C'est donc un build qui va devoir go in rapidement, mais qui va se retrouver très fort en tirant sur le temps. Le personnage est du coup très intéressant à jouer avec ses builds, mais malgré tout un peu complexe étant donné qu'il n'a pas beaucoup de placement. Je vais le mettre en très bien. Alors, la tier list n'est pas forcément sûre à 100%, étant donné que je vais peut-être bouger au fur et à mesure que je fais la tier list, je vais peut-être en décaler certains après quelques comparaisons. Enfin bref, là on va parler du Lamarguedon spectral. Hop hop hop, avant même de vous expliquer pourquoi je le mets en S+, le voici, le voilà. Il n'y a aucun doute sur le fait que le Lamarguedon spectral est le meilleur personnage à jouer de cette manière de tous ceux que j'ai présentés. Le personnage a un scaling infini et beaucoup plus rapide. Il va nous permettre sur les bons tours de générer de la jauge, enfin de générer de la tourbe dès le deuxième tour de jeu. On peut faire 12 jauges sur le T1, c'est assez abusé. Vraiment, il n'y a aucun sens sur ce personnage. On le joue en monoterre tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'ouragan vu que lui, comme il a de la réinvocation de compagnon en fait, et on va utiliser le fait que quand un compagnon meurt, il nous donne une jauge éther. Ça va remplacer l'obscur qui nous fait les ouragans. Ce sera notre manière de générer des jauges éther. Donc pour le reste, on va jouer en monoterre afin de générer un maximum de jauges terre. Le build est complètement abusé, que ce soit en solo, que ce soit en équipe. C'est d'ailleurs le seul build qui brille en équipe de tous les builds présentés. Étant donné que justement on va pouvoir générer de la jauge très rapidement, donc on va pouvoir être efficace très rapidement dans la partie contrairement aux autres, où il va falloir tempo 3-4 tours. De plus, le fait d'avoir beaucoup d'invocations de compagnons permet de faire beaucoup de gestion d'aggro, donc de protéger nos alliés. Et donc vraiment, le build n'a aucune faiblesse à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je précise, je sais que Ankama a le Lamarguedon dans le viseur. Donc voilà, aucune hésitation sur le fait que c'est le meilleur build de tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Le Stalactos n'a pas de passif intéressant pour être joué avec ce build. Donc voilà. Le Juste Lame Brutal. J'hésite. J'hésite entre très bien et intéressant. En fait, donc, comme je disais, le Juste Lame est très intéressant offensivement, étant donné que ses passifs lui permettront d'ajouter des dégâts en fonction de l'armure qu'il a, ce qui va permettre de plus ou moins rapidement faire très très mal. C'est un build qui est assez fort, mais justement très offensif. Les premiers tours, on va devoir les passer à tempo. C'est pour ça que je me tâte à le mettre au même niveau que le Kassai. Cependant, je pense qu'il est plus qu'intéressant, donc on va quand même le mettre en très très bien. Mais quand même derrière le Kassai, voilà. Prochain personnage, c'est le Picastramantis. Alors le Picastramantis, il est vraiment très intéressant. Déjà d'une part parce qu'il va pouvoir générer des jauges, des ouragans très facilement grâce à ses sorts peu coûteux. Le fait qu'il va pouvoir se repositionner, que ce soit de manière à entrer dans la mêlée pour créer une zone de 3 pour l'ouragan ou en sortir pour temporiser des tours. Il a vraiment une versatilité qui est folle. De plus, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a des passifs qui sont basés sur ses compagnons également, les dégâts de ses compagnons. On peut donc décider de partir sur un build un peu plus orienté compagnon, comme je l'ai fait ici, en mettant par exemple l'anneau olympique. L'anneau olympique, il faut savoir que malheureusement, il n'a pas des stats incroyables en soi, donc il va réduire le gain de tourbe. Ce qui peut créer un petit problème de survie. Si vous n'appréciez pas justement cette différence-là, n'hésitez pas à remplacer l'anneau olympique par un anneau KLM par exemple, qui nous permettra d'avoir une chance de réduire le coût de nos sorts et donc de pouvoir générer des ouragans encore plus facilement. Cependant, en jouant avec l'anneau olympique et avec nos compagnons, on va avoir des compagnons qui tapent très très fort, Evangeline qui peut taper du 600 par tour, Tristop 1 pareil. On est quand même sur des grosses valeurs, quoi. C'est pourquoi l'Astramantis, je vais aussi le mettre en très bien, peut-être même devant le Kassai, étant donné qu'il est beaucoup plus sécure et qu'il a beaucoup plus de manières de faire des dégâts différentes. Là où le Kassai sera full magie, l'Astramantis va également pouvoir utiliser ses compagnons.
Merde, je reviens là sans regarder. Voilà. Le prochain, du coup, l'ambre Tamashi. On a fini avec les Yop, on va passer sur les Eniripsa. Donc l'ambre Tamashi, pour moi, c'est peut-être le deuxième à aller en S+ dans cette tier list. Il n'a pas forcément des manières efficaces de générer des ouragans. Cependant, en fait, le personnage va nous permettre de flood le terrain très rapidement. Grâce à son passif Opportunité Tamashi, qui fait que lorsqu'un de nos compagnons attaque un adversaire, ça invoque un Nocturien sur une case adjacente à la cible. Ça va nous permettre de faire beaucoup de boost de dégâts et de beaucoup de flood, que ce soit pour protéger des sides ou justement pour booster notre attaque. Grâce à Joris qui joue 2 fois par tour, ça va nous permettre d'accélérer encore plus justement la génération des Nocturiens. Le build est donc très intéressant pour flood rapidement. Je sais que je me répète beaucoup ce mot, hein, mais voilà, c'est vraiment la description même du build, du build, je pense, du personnage. Voilà, on va vraiment pouvoir se protéger facilement, on va pouvoir recouvrir tout le terrain nocturien, donc pouvoir bloquer des placements adverses, pouvoir donner des accès de manière limitée. Et c'est un build aussi qui, malgré le fait qu'on va jouer en full magie, comme vous le voyez avec nos anneaux, va nous permettre à notre attaque de monter très fort en dégâts. Comme le build met du temps à se mettre en place, on va rester en vie très longtemps, plusieurs tours. Les Nocturiens vont rester en vie assez longtemps grâce au gain de tourbe. Et donc ça n'est pas rare de finir les combats avec 1000 d'attaque, alors que de base on n'en a que 53. C'est pourquoi je pense que le Tamashi peut aller en S+. Alors il n'est pas aussi fort que le Lamarguedon, il ne faut pas non plus abuser, étant donné que le Lamarguedon est quand même légèrement abusé. Alors, le prochain personnage est le Voracius. Le Voracius n'a aucun intérêt à être joué. J'ai essayé de faire des builds avec le fait de pouvoir faire rejouer les compagnons sur les cœurs. Trop complexe, beaucoup trop complexe, il n'y a aucun intérêt à le jouer. Prochain personnage, c'est la Gemme déphasante. Donc la Gemme déphasante, j'avais présenté un build dessus. Il faut savoir que c'est peut-être l'un des builds les plus faibles que j'ai présenté, mais il a l'avantage d'être un petit peu drôle et de changer au niveau du gameplay. Le concept de la Gemme déphasante ici, ça va être de pouvoir se replacer facilement grâce au cœur d'esprit, mais également de faire des dégâts autour de nous à chaque fois que notre personnage termine un déplacement. On va donc vouloir jouer avec un maximum de gains de jauge éther, avec typiquement la famille de confrérie du tofu. On va comboter Az avec le brassard éthéré pour générer des jauges éther supplémentaires. Ce sera ici plus intéressant que le brassard de l'âme rocheuse, parce qu'on va vouloir invoquer Yugo, qui est un compagnon qui coûte 7 jauges R. C'est très dur à aller chercher cette jauge R, c'est pourquoi on veut de la jauge éther. Yugo, l'avantage qu'il a, c'est qu'à chaque fois qu'il va attaquer, il va nous faire se téléporter. Et si on se téléporte, eh bien on fait des dégâts autour de nous, et pas qu'un peu. Donc le build est très offensif, le build est très fun du fait qu'on va utiliser des téléportations. Yugo va d'ailleurs pouvoir nous faire rejouer notre tour, par exemple en allant attaquer sur un cœur d'esprit. Il ne va pas déclencher le cœur d'esprit, mais en nous téléportant dessus, il va nous permettre de nous pouvoir rejouer notre tour. Donc faire encore des dégâts une fois de plus avec notre passif. Donc on est sur un build relativement intéressant en termes de gameplay, mais beaucoup plus faible, beaucoup plus dur à mettre en place. Pourquoi je vais le mettre en intéressant? Alors, je risque de faire grincer les dents à quelques-uns avec le prochain, parce qu'il y a une question qui est revenue quelques fois dans les commentaires. Est-ce que c'est possible de faire ce build sur le Kokoro? Alors oui, c'est tout à fait possible de faire ce build sur le Kokoro, étant donné que c'est un build qui peut se faire sur toutes les classes, qu'ils aient des avantages dessus ou non. Cependant, là où c'est pas intéressant de jouer sur le Kokoro, voilà, je vais le mettre sans intérêt, c'est que le Kokoro, on va vouloir jouer des sorts de soutien qui vont permettre de faire des dégâts, par exemple, autour de nous, ou de nous faire des effets supplémentaires. Le problème de jouer avec ce deck autour de la recrue indomptée, c'est que le sort Tourbe d'Albera coûte 6 points d'action. Vous aurez beaucoup de peine à jouer un sort de soutien sur le même tour. Donc, est-ce qu'il y a un réel intérêt à jouer avec? Non, pas vraiment. Le scalpel, c'est tout pareil, il n'a pas de passif intéressant. Il a un passif qui permet de gagner de l'armure quand il
Enfin, de faire proc son passif quand il gagne de l'armure. Mais c'est pas intéressant dans le sens où on va devoir temporiser avec le build. Donc jouer en full HP. Et du coup, le passif tape en attaque. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt à le sortir ici. On en a fini avec les Zeniripsa. On peut passer au Kra. Commençons avec le Kra Bunlam. Donc le Kra Bunlam est intéressant étant donné qu'il va pouvoir générer des tourbes beaucoup plus vite que les autres classes grâce à la défausse Bunlam qui va déclencher des quintessences, donc des tourbes souvent. Ça nous permettra de tampon un peu mieux les débuts de partie, mais c'est pas non plus game breaker. Le concept est assez fun. De plus, puissance Bunlam, comme on va piocher tous les tours, on va piocher au moins 2 sorts. Et bah il peut en 2 et 3 sorts, il va pouvoir nous faire un petit apport de puissance. Donc le build est ok, le build est sympa, le build permet beaucoup de résistance, que ce soit sur nous ou nos compagnons. Typiquement, vu que je joue avec Shai et Agard, Shai va générer énormément d'armure très rapidement dans la partie. Et donc devenir un monstre de tankiness. Il va pouvoir cover les sides en début de partie. Agard va pouvoir faire du déplacement, va pouvoir faire du dégât grâce aux collisions également. Comme on a beaucoup de magie, on va faire pas mal de dégâts de collision quand même si on n'est pas basé là-dessus. Voilà. C'est un build du coup qui est un petit peu plus qu'intéressant, mais qui n'est pas non plus très bien. Donc je vais le mettre peut-être en tête de liste des builds intéressants, enfin des personnages intéressants. Prochain personnage, toujours chez les Kra, c'est le Kra Expingol. Donc le Kra Expingol, il a la particularité d'être vraiment très offensif. Le fait étant qu'on va pouvoir invoquer des compagnons et leur donner des Oramir. On va garder nos compagnons en vie en permanence, donc on aura tout le temps des Oramir qui partent, des Oramir qui tapent sur notre Magitaire et donc qui vont taper relativement fort. Sachant qu'en plus, contrairement aux autres builds, comme on a des Oramir de terre, elles vont taper en zone. Et du coup, en tapant en zone, ça va justement compenser le fait que c'est un build très mono-cible. Donc le personnage n'a pas de passifs qui va booster sa magie, mais va avoir, tout comme le Juste Lame, des passifs qui vont booster ses dégâts. C'est pourquoi je vais le mettre exactement au même niveau que le Juste Lame de ce côté-là. Passons ensuite aux 3 derniers Kra, sans intérêt et sans intérêt. Alors pourquoi ces 3-là sont sans intérêt? Déjà parce qu'on va prendre l'exemple du Piven. Le Piven n'a que des passifs sur ses mires et sur les dégâts d'attaque. Donc aucun intérêt de jouer avec un deck magie. Le Voldorak, pareil, on va vouloir jouer en combo pour générer des mires qui tapent très fort. Donc aucun intérêt à jouer un sort aussi cher qui nous empêche de faire des combos sur le tour. Le Shirushiden a un passif intéressant qui permet, quand il se TP, de booster les dégâts de nos sorts en main. Cependant, ça nous oblige à jouer des TP et lorsqu'on a un sort à 6 points d'action à lancer à chaque tour, eh bien ce n'est tout simplement pas possible. Voilà, donc on en a déjà fini avec les Kra. On va pouvoir passer au Xelor. Donc les Xelor, le tout premier que je vais vous présenter, c'est le Xelor Jikan. Donc le Jikan, j'ai décidé de faire un deck 12 parce qu'il n'a pas d'outil de placement, il n'a pas des sorts peu coûteux intéressants. Ça c'est un petit bémol des Xelor, c'est qu'ils ont toujours des sorts qui coûtent relativement cher. Ici on a des sorts qui coûtent 3 au minimum dans les sorts R. Et pareil, dans les sorts terre, mis à part bouclier d'Albuera, c'est que des sorts qui vont coûter relativement cher, minimum 3. Alors ça s'explique du fait que les Xelor vont jouer beaucoup sur leur point d'action en réserve, mais ici justement ça nous empêche d'être vraiment efficace en deck 9 ouragan. Donc on va chercher un deck 12 monoterre. Enfin monoterre, vous voyez qu'il y a un petit sort haut, je me suis fait plaisir pour la recrue indomptée. Si jamais on l'a avant l'invocation de la recrue indomptée, il est intéressant. Cependant, s'il sort après, on ne le jouera pas. C'est juste qu'il n'y a pas plus intéressant dans les sorts éthers à mettre pour aller chercher le deck 12. Donc le petit sort sinistre haut ici, il passe bien. Donc revenons-en à nos moutons, le Jikan. Le Jikan est très intéressant étant donné qu'il va avoir beaucoup de dégâts via magie Jikan.
qui va nous permettre justement de faire extrêmement mal avec la tourbe d'Albuera. On va également jouer avec application Gicane qui permettra que si on attaque un ennemi qui a un état élémentaire, d'appliquer cet état autour de nous. Du coup, pour chaque ennemi sur lequel on ajoutera un état, on va gagner une aura hibou. Aura hibou qui nous permettra de pousser du coup notre magie. On est donc sur un build très offensif, mais qui a besoin de scale gentiment. On a un early très faible, du coup, étant donné qu'on va vouloir fuir et temporiser. Mais du coup, bah, dès lors que le gameplay est mis en place, plus de soucis, on y va, on est tanky, la vie est belle. Donc le Gicane, je le mettrai dans très bien. Ensuite, on a le catalyseur premium chez les, toujours chez les Xelor. Donc le premium, lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il se joue plus autour des compagnons. On va donc chercher des compagnons qui font plus mal, hein, tout comme avec l'Astramantis. On peut voir que c'est exactement les mêmes que j'ai choisis. La confrérie du tofu pour gagner des jauges et des compagnons qui tabassent. Comme le personnage peut faire rejouer ses compagnons, c'est plutôt efficace. C'est un build qui est ok. C'est pas un build que je qualifierais de vraiment fort, étant donné qu'il a des grosses faiblesses. C'est que justement, on le joue en ouragan. Alors que, bah, comme je l'expliquais juste à l'instant avec le Gicane, les ouragans sur l'Excellor, c'est relativement compliqué à cause du coût coûteux des sorts. Donc je pense que je le mettrai en intéressant. Intéressant peut-être même... Non. Au même titre que la Bunlam, je dirais. Pas forcément plus, pas forcément moins. Le problème du coup toujours de jouer avec un anneau olympique, c'est qu'on perd de la magie et donc on perd du gain de tourbe et du dégât sur nos sorts. Voilà. Donc je l'ai fait parce que c'est un compagnon qui... En fait, c'est une classe qui se joue bien avec de la tourbe, étant donné que la tourbe se joue bien lorsqu'on joue compagnon. Mais, voilà, un peu réticent. D'ailleurs, je vais de ce pas aussi baisser la gemme d'EFA que je trouve beaucoup plus faible que ces deux-là. On va la mettre dans OK. Voilà. Bref. Le Picou, prochain Xelor, le Picou, inintéressant. Il n'a que des passifs basés sur la téléportation et l'attaque. Ça ne nous intéresse pas. Le Xelor Gourpapa. Le Xelor Gourpapa peut potentiellement avoir des builds intéressants, je pense, en jouant compagnon. J'en teste actuellement. Je n'ai pas grand-chose de concret, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Cependant, c'est pas un build qu'on va jouer autour de la tourbe. C'est un build qu'on veut jouer autour de l'attaque. Et donc, inintéressant avec la recrue indomptée et la tourbe d'Albuera. Le dernier Xelor, c'est une de mes classes préférées depuis que j'ai trouvé le build. Le Taco. Le Taco, l'avantage qu'il a justement, c'est de pouvoir stacker le point d'action en réserve très rapidement. Sur le T3, on aura généralement 9 points d'action en réserve et on va pouvoir faire un tour qui va générer entre 4 et 5 ouragans sur le tour, grâce à nos effets de rembobinage et le fait d'avoir énormément de points d'action en réserve, et en plus de ça, des sorts qui nous remettent des points d'action en réserve. On a également des outils de placement avec Sinistro Air qui va nous permettre justement d'entrer dans une zone de 3 ou d'en sortir, et Air d'Albora qui va permettre de déplacer des ennemis. C'est vraiment super fun. De plus, il a un passif qui fait que si on utilise un sort qui coûte au moins 5 points d'action, on fait des dégâts en ligne avec, à tous les ennemis alignés à notre héros. Comme on joue Tourbe d'Albora à tous les tours, on va faire des dégâts à tous les tours, à tous les ennemis alignés. C'est pas des dégâts qui vont être insane, je crois qu'on est aux alentours de 260-300 dégâts une fois qu'on a stacké. Mais c'est quand même largement suffisant pour être pris, quoi. C'est tout simplement très intéressant. Le Taco, je vais donc le mettre dans très bien. Très bien, juste derrière l'Astramantis d'ailleurs. Voilà. Passons aux SRAM. Alors, les SRAM, c'est un peu dur à jouer, mais enfin, avec ce build, hein, je dis, mais ça se fait. Donc, le tout premier, sauf erreur, voilà, le Sisai Yorishi. Le Sisai Yorishi, c'est un build que j'ai fait un petit peu différemment. On va rester sur de l'ouragan. Parce qu'il a pas mal d'outils de placement pour créer des zones de 3.
Mais il a également des passifs, justement, je vais vite en parler rapidement quand même, qui sont vraiment puissants. La première permet de gagner une poussette dans notre main lorsqu'on attaque, ce qui va permettre de créer ou non des zones créer des zones de 3 ou éloigner un ennemi pour éviter de prendre un corps à corps supplémentaire. Ça peut être tout à fait intéressant. Le second, c'est que lorsqu'on déclenche un assemblage qui coûte 3 pièges ou plus, on réduit d'un point d'action les sorts de notre main. C'est-à-dire que si, imaginons, on a Air d'Albuera, on déclenche 3 assemblages de 3, bah Air d'Albuera coûtera 0, tout simplement. Donc on est sur un des rares builds où on va vider notre main malgré le fait de jouer tous les tours Tourbe d'Albuera. C'est-à-dire qu'on va jouer tous les tours un sort qui coûte 6 points d'action de base, mais tout en pouvant quand même vider tous les autres sorts. Donc c'est relativement infaisable sur les autres classes. Ici c'est tout à fait très bien. Et du coup, pour nous aider à créer des ouragans et à réduire notre main, on va beaucoup plus jouer autour de compagnons qui réduisent le coût des sorts. Typiquement, on a Amalia pour réduire les sorts terre, Hush pour réduire les sorts air, et Shushire pour réduire tous les sorts en main. Avec ça, on joue avec le Nanoxymore qui permettra de piocher, ce qui fait qu'on aura toujours une main intéressante à jouer. Donc, en soi, le personnage n'apporte pas de bonus de magie via ses passifs, c'est donc un peu plus difficile de tanker, mais il est tout à fait exceptionnellement jouissif à jouer, étant donné qu'il est beaucoup plus dur à prendre en main. On va devoir gérer le positionnement de nos pièges, on va devoir gérer le positionnement de nos compagnons. Imaginez comment vont se déplacer les ennemis, parce que les ennemis pouvant du coup taper nos compagnons facilement, au bout d'un moment, il est dur de faire des ouragans. Donc voilà, les ouragans, on va vouloir continuer à en faire tout le long de la partie pour pouvoir booster la magie d'Albuera. C'est un des rares builds qui justement permet de vider notre main, donc on va pouvoir continuer à générer des ouragans au fur et à mesure que le combat continue. Il faut aussi prendre en compte le fait que si on finit un tour avec un assemblage de 2, l'IA va avoir tendance à balancer un ennemi dedans pour éviter qu'on fasse un assemblage de 3 et donc qu'on puisse faire proc ce passif de moins 1 point d'action. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc il va falloir placer ses pièges intelligemment. Et même en les plaçant intelligemment, des fois l'IA elle fait des trucs vachement chelous, genre plutôt que de nous taper, elle fait un petit détour sur un piège. Donc voilà, donc je pense que le Sisayorishi, il est dur à placer. Hein. Très très dur à placer parce qu'il est vraiment très intéressant. D'ailleurs lui je vais le placer là, voilà. Je pense qu'on va pouvoir le mettre quand même dans très bien. Mais dans les battes très bien parce qu'il est vraiment très très dur à jouer et qu'il n'est pas full secure. Voilà. Ensuite, on a le Lamouraï. Le Lamouraï, il est sans intérêt. On veut prendre des dégâts pour pouvoir se régénérer avec le personnage. La tourbe nous empêche de prendre des dégâts sur les points de vie, donc total sans intérêt. Prochain SRAM, c'est le Shogun. Le Shogun, c'est un de mes bébés. C'est vraiment un des persos que j'aime le plus jouer. Il va faire extrêmement mal. Il va permettre également de jouer plusieurs sorts par tour, étant donné qu'il va avoir des points d'action en réserve plus facilement que les autres. De plus, il a beaucoup de sorts qui coûtent 2 points d'action, ce qui va permettre du coup de faire des ouragans faciles. Il va gagner également des dégâts de sort en fonction de ses auras trappeurs, ce qui va lui permettre de booster à fond ses dégâts, que ce soit les dégâts de la tourbe ou les dégâts de ses pièges. Le personnage fait extrêmement mal sur ses pièges. En endgame, nos auras trappeurs infligent du 600 de dégâts à elle toute seule. Donc un assemblage fait rapidement 1200, 1800, voire 3000 de dégâts suivant la taille du truc. C'est tout à fait génial. De plus qu'on va avoir des poussettes tous les tours dès lors qu'on aura Marcus sur le terrain. Voilà. Donc c'est super fort. Les assemblages font tellement mal que les ennemis des fois ne vont pas vouloir marcher dedans, ce qui va nous permettre de cover des sides, de nous protéger, d'éviter de prendre des corps à corps inutilement. Donc je vais vraiment le mettre en... j'hésite. Non, je peux pas le mettre en S+, quand je vois l'Astramantis qui est en très bien. Ouais, voilà. On va les placer comme ça. Donc voilà, Shogun vraiment super fort ici. Ensuite, le SRAM Surin Surokan, il n'y a pas trop d'intérêt de le jouer, étant donné qu'on va soit vouloir le jouer en attaque, soit vouloir le jouer en machination.
Et pareil, machination, le problème c'est que si on joue machination, on peut pas jouer tourbe d'Albora. Donc voilà, pas forcément top du top. Pour le dernier personnage, le Ken Kartana, je l'ai mis en dernier pour une raison très très simple. C'est que je vais vous parler d'un build que j'ai commencé dessus, un build qui n'est pas vraiment top, on va pas se mentir, mais qui a l'intérêt d'être original. Le Ken Kartana n'a pas de passif lié à ses magies, là, que des passifs sur l'attaque ou le fait de pouvoir rejouer son tour. Ou alors les collisions, il y a aussi un passif sur les collisions. Alors, pourquoi est-ce que j'ai quand même tenté de faire un build dessus? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il a un passif qui fait que lorsqu'on notre héros déclenche un piège, il va nous faire piocher notre prochain sort de piège. Ça va être intéressant pour pouvoir jouer. On a un seul piège en main dans le deck, c'est le piège R, qui coûte 2 points d'action. L'idée, ça va être, en fait, grâce au compo Amalia et Hush, de faire passer la tourbe à 5 points d'action et le piège à 1 point d'action avec Hush. Donc l'idée ici, c'est de faire des ouragans à absolument tous les tours. Ça, c'est la théorie. En pratique, j'ai remarqué que c'était un peu éclaté, beaucoup plus dur à mettre en place. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas trop bien. Je voulais quand même vous en parler vite fait parce que j'ai quand même essayé de m'y pencher. Donc voilà, je pense qu'il est ok parce que ça se joue, parce que la tourbe actuellement c'est fort. Mais si la tourbe se fait nerf, je pense qu'il part dans les sans intérêt également. Voilà. Donc ça c'est un peu pour les builds du coup que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions justement à leur sujet, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Si vous avez fait des tests justement en fonction des builds que j'ai partagés, que vous avez joué, adopté ou modifié des builds que j'ai fait, n'hésitez pas à les partager. Ce serait avec grand plaisir que je vous lirai. Si vous avez eu d'autres idées, peut-être sur des classes que j'ai classées sans intérêt et que vous vous dites non, c'est pas bien. Par exemple, typiquement le Stalactose, je sais qu'il a des passifs sur le compagnon. Mais voilà. Si vous avez eu des idées supplémentaires par rapport à moi, que vous avez des retours à faire, n'hésitez surtout pas. C'est avec grand plaisir que je vous lis, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Si en fonction aussi du classement, vous n'êtes pas tout à fait d'accord pour avoir vu mes différentes vidéos, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. J'adore répondre aux commentaires, voilà. Même si j'en ai pas beaucoup, j'aime beaucoup parler avec vous dans les commentaires. Donc c'est sur ces belles paroles d'amour et de tendresse, d'eau fraîche et de soleil que je vais arrêter la vidéo avant de dire davantage de la merde. Je pense que j'en ai suffisamment dit comme ça. Voilà, ça va clôturer du coup cette série de builds sur la recrue indomptée et la génération de tourbe. Je vais pouvoir du coup commencer à vous présenter des builds qui ne sont pas basés autour de ça. C'est génial. On n'y croyait plus. Voilà, c'est tout. À bientôt.